Parfois, le silence fait peur. Pas le silence des forêts ou celui du soir quand tout s'endort, mais ce silence intérieur qui survient quand les autres partent, quand le téléphone ne sonne plus, quand on se retrouve seul avec soi-même sans savoir quoi faire de cette présence-là, cette présence à soi-même qui soudainement devient presque étrange. Oui, ce silence-là peut faire peur. Et si vous êtes en train d'écouter ces mots, c'est peut-être parce que vous connaissez ce silence. Peut-être que vous l'avez traversé. Peut-être que vous le traversez en ce moment même. Je voudrais commencer ça par vous dire quelque chose d'important, quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt dans ma vie. La solitude n'est pas une erreur. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez vous. La solitude, surtout celle qui survient à des moments charnières de notre existence, est souvent le signe que quelque chose se prépare, quelque chose de plus grand que ce que vous imaginez en ce moment. Mais je sais que, depuis l'intérieur de cette expérience, il est difficile de le voir ainsi. Quand on est dans la solitude, on ne perçoit pas toujours ce qu'elle contient. On voit surtout ce qu'elle a pris. On voit les liens qui se sont distendus, les projets qui n'ont pas abouti, les relations qui ont pris fin, les espoirs qui se sont tus. Et cette vision-là est douloureuse, elle est réelle. Je ne vais pas vous dire que vous vous trompez en ressentant ce que vous ressentez. Ce que je voudrais faire aujourd'hui avec vous, c'est explorer ensemble une autre dimension de cette expérience. Non pas pour effacer la douleur, non pas pour vous convaincre que tout va bien, mais pour vous accompagner vers une compréhension plus profonde de ce que la solitude peut construire en vous lorsqu'on apprend à l'habiter différemment. Nous allons cheminer ensemble pendant un bon moment. Je vous propose de vous installer confortablement. Peut-être une tasse de thé, peut-être juste un endroit calme. Ce que nous allons traverser ensemble mérite qu'on lui accorde du temps, de l'attention et un peu de douceur envers soi-même. Commençons par le commencement, par la question qui, je crois, est au cœur de tout cela. Qu'est-ce que la solitude, vraiment ? Nous avons tendance à confondre deux choses qui sont en réalité très différentes. Nous confondons la solitude et l'isolement. L'isolement, c'est un état subi, un manque de connexion sociale qui génère de la souffrance et qui, lorsqu'il s'installe durablement, peut avoir des effets réels sur notre santé physique et mentale. L'isolement, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter, quelque chose qu'il faut soigner, qu'il faut briser avec douceur mais avec détermination. La solitude, elle, est une autre chose. La solitude, c'est une expérience intérieure. C'est le rapport que nous entretenons avec notre propre présence. On peut être seul et ne pas se sentir dans la solitude. On peut être entouré de dizaines de personnes et se sentir profondément seul. La solitude n'est donc pas définie par le nombre de personnes autour de nous. Elle est définie par la qualité de notre relation avec nous-mêmes. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que si la solitude est avant tout une relation avec soi-même, alors elle est travaillable. Elle est transformable. Elle peut devenir, avec le temps et avec les bons outils, une source de croissance extraordinaire. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée, je l'appellerai Mireille. Ce n'est pas son vrai prénom, bien sûr. Mireille avait la cinquantaine. Elle venait de vivre une séparation après 22 ans de mariage. Elle me disait « Je me sens comme une maison vide. Tous les meubles sont partis et il ne reste que les murs. » Cette image m'avait beaucoup touché, parce qu'elle disait quelque chose de vrai sur ce que ressent une personne qui traverse une grande solitude. On a l'impression que l'essentiel est parti avec l'autre, avec la relation, avec la vie d'avant. Mais voici ce que Mireille a découvert progressivement au fil des mois, une maison vide, ça peut faire peur. Mais une maison vide, ça peut aussi se réaménager. Et quand on réaménage quelque chose depuis ses fondations, depuis ce qu'on est vraiment,
On crée souvent quelque chose de bien plus cohérent, de bien plus aligné que tout ce qu'il y avait avant. La première grande chose que je voudrais partager avec vous, c'est ceci. La solitude révèle. Elle révèle ce qui était là depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas le temps, l'espace ou le courage de regarder en face. Dans nos vies modernes, nous sommes devenus experts dans l'art d'éviter notre propre compagnie. Nous remplissons chaque instant disponible avec quelque chose. Un podcast, un scroll sur les réseaux sociaux, une série, une conversation, un verre avec des amis. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Elles font partie de la vie, elles sont souvent belles et nécessaires. Mais quand elles deviennent systématiques, quand elles servent avant tout à ne pas rester seul avec soi-même, alors quelque chose se passe qui mérite qu'on s'y attarde. Nous avons peur de ce que nous pourrions trouver dans le silence. Nous avons peur de nos propres pensées, de nos propres émotions, de ces questions sans réponse que nous portons depuis longtemps. Et cette peur est compréhensible. Elle est même normale. Mais elle a un coût. Le coût de ne jamais vraiment se connaître. Le coût de ne jamais vraiment s'entendre. Pensez à un instrument de musique, un violon par exemple. Si l'instrument ne fait jamais silence, si on tire toujours l'archet sur les cordes, jamais de pause, jamais d'espace entre les notes, ce qu'on obtient n'est pas de la musique, c'est du bruit. La musique existe précisément parce qu'il y a des silences entre les notes. La solitude, dans nos vies, peut jouer ce rôle-là. Elle peut être le silence qui donne du sens aux notes qui viendront après. Mais pour que ce silence soit fertile, il faut qu'on accepte de le traverser sans le fuir. Et c'est là que commence le vrai travail. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ne pas fuir sa solitude? Cela ne veut pas dire se mortifier. Cela ne veut pas dire s'isoler volontairement, se couper du monde et prétendre que tout va bien. Cela veut dire tout simplement donner à la solitude un peu d'espace dans sa journée. Quelques minutes, puis un peu plus, au fil du temps, assis avec soi-même, sans téléphone, sans musique, sans rien d'autre que cette présence silencieuse à ce qu'on est. Et observer ce qui remonte, les pensées, les images, les émotions, sans les juger, sans les combattre, sans essayer de les résoudre immédiatement. Juste les regarder passer, comme on regarde passer des nuages dans un ciel qui reste, lui, toujours là. Cette capacité à observer sa propre vie intérieure sans s'y perdre, les psychologues l'appellent parfois la pleine conscience ou la mindfulness dans le monde anglophone. Mais au fond, c'est quelque chose que les philosophes, les contemplatifs, les poètes ont toujours su. C'est l'art d'être présent à soi-même. Et c'est un art qui s'apprend, qui se cultive, qui se développe avec de la patience et de la bienveillance. Je voudrais vous parler maintenant de ce que la solitude fait à notre identité, parce que c'est peut-être l'une des choses les plus profondes et les moins dites sur cette expérience. Tout au long de notre vie, nous construisons notre identité en relation avec les autres. Nous sommes le fils de, la mère de, le collègue de, l'amoureux de, l'ami de. Ces rôles ne sont pas faux, ils font partie de nous, mais ils ne sont pas tout nous. Et parfois, à force de nous définir uniquement à travers les autres, nous perdons le fil de quelque chose d'essentiel. Qui nous sommes quand personne ne regarde. Qui nous sommes quand il n'y a personne à impressionner, à aider, à séduire ou à satisfaire. La solitude, quand elle arrive, retire souvent ses rôles, du moins temporairement. Et cette expérience peut être déstabilisante, profondément déstabilisante. Parce que si je ne suis plus dans ce rôle-là, alors qui suis-je? C'est une question qui peut faire trembler. Mais c'est aussi l'une des questions les plus importantes et les plus fructueuses que l'on puisse se poser dans une vie. Un jeune homme, je l'appellerai Thomas, m'avait consulté après avoir perdu son emploi. Il avait travaillé pendant 15 ans dans la même entreprise, dans un poste de cadre, qui lui avait donné beaucoup d'identité, beaucoup de structure. Quand tout cela s'est effondré, il m'a dit «
Je ne sais plus qui je suis. Il avait confondu ce qu'il faisait avec ce qu'il était. Et maintenant que le faire avait disparu, l'être lui semblait vide. Nous avons travaillé ensemble, pas à trouver rapidement un nouveau poste pour remplir ce vide, mais à explorer ce vide lui-même, à se demander ce qui restait quand on enlevait le titre, le salaire, le statut. Et progressivement, Thomas a redécouvert des choses en lui qu'il avait oubliées, une curiosité intellectuelle immense, une passion pour la photographie qu'il n'avait jamais eu le temps de développer, un désir profond de travailler avec des jeunes, d'enseigner, de transmettre. Ces choses n'avaient pas disparu, elles avaient simplement attendu. Elles attendaient que la solitude fasse de la place. Voilà ce que je veux dire quand je parle de la solitude comme d'une préparation. Elle ne détruit pas, elle dégage. Elle fait de la place pour ce qui était là peut-être depuis toujours, mais qui n'avait pas eu l'espace pour s'exprimer. À ce stade de notre conversation, je voudrais faire une petite pause pour vous remercier d'être là. Si ce que vous entendez depuis le début vous touche, vous fait réfléchir ou simplement vous accompagne dans un moment difficile, je vous invite à laisser un like et à vous abonner à cette chaîne. Cela m'aide énormément à continuer à partager ces réflexions avec le plus grand nombre de personnes possible. Et qui sait, quelqu'un dans votre entourage a peut-être besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Revenons à notre chemin ensemble. Je voudrais aborder maintenant quelque chose que l'on n'ose pas toujours dire, parce que cela touche à une zone sensible, la honte de la solitude. Parce que dans notre culture, être seul est souvent perçu comme un échec, comme le signe que quelque chose ne va pas. Les personnes seules sont parfois regardées avec une sorte de pitié ou de malaise. On leur demande, avec les meilleures intentions du monde, mais souvent avec une maladresse certaine. Tu n'as pas quelqu'un? Comme si ne pas avoir quelqu'un était le problème fondamental à résoudre. Cette pression culturelle, elle intègre en nous quelque chose de toxique. L'idée que notre valeur dépend de notre capacité à être entouré, aimé, choisi par les autres. Et cette idée, quand on se retrouve seul, peut transformer une expérience déjà difficile en quelque chose de honteux. J'ai envie de dire avec beaucoup de fermeté et beaucoup de douceur à la fois, votre valeur n'a rien à voir avec le fait d'être seul ou accompagné. Votre valeur est intrinsèque, elle est là depuis le premier jour. Elle ne dépend pas d'une relation, d'un statut, d'une reconnaissance extérieure, et la solitude que vous traversez n'est pas la preuve que vous n'êtes pas assez bien. Elle est souvent la preuve que vous êtes en transition, en chemin, entre deux versions de vous-même. Pensez aux grandes métamorphoses de la nature. La chenille, avant de devenir papillon, passe par une phase de dissolution totale à l'intérieur du cocon. Si on ouvrait le cocon pendant cette phase, on ne trouverait pas une chenille à moitié transformée. On trouverait quelque chose qui ressemble à de la bouillie, une masse informe, sans structure apparente. Et pourtant, c'est précisément dans cet état de dissolution que quelque chose de totalement nouveau se construit. La solitude peut ressembler à ce cocon. De l'extérieur, rien n'est visible, rien ne semble se passer. Mais à l'intérieur, si on lui fait confiance, si on ne panique pas, si on ne force pas l'ouverture prématurée, quelque chose de merveilleux peut prendre forme. Maintenant, je voudrais aller un peu plus loin et vous parler d'un aspect de la solitude qui me tient particulièrement à cœur. La solitude comme espace de création. Les grands créateurs de l'histoire humaine, les artistes, les philosophes, les inventeurs, les scientifiques, ont presque tous eu en commun une capacité à habiter la solitude, non pas à la subir, mais à la choisir, à en faire un terrain d'expérimentation, un lieu où les idées peuvent germer loin du bruit collectif. Pensez à Vincent van Gogh, qui, dans certaines des périodes les plus douloureuses et les plus solitaires de sa vie, a produit certaines des œuvres les plus lumineuses jamais réalisées.
Pensez à Rilke, le grand poète autrichien, qui dans ses lettres à un jeune poète conseille à ce jeune homme d'aimer les questions elles, même de les vivre, de les habiter, sans chercher à les résoudre prématurément. Pensez à toutes ces figures qui ont transformé leur solitude en lanterne intérieure. Je ne vous demande pas d'être Van Gogh ou Rilke. Je vous demande simplement de considérer cette possibilité que votre solitude, elle aussi, est un espace créateur, un espace où quelque chose qui n'existait pas encore peut commencer à exister. Peut-être un projet, peut-être une guérison, peut-être une nouvelle manière de voir le monde et votre place dans ce monde. La solitude est souvent le moment où nous entendons enfin notre propre voix. Pas la voix de nos parents, pas la voix de la société, pas la voix de nos partenaires ou de nos amis. Notre voix. Cette voix qui sait, au fond, ce dont nous avons vraiment besoin, ce que nous voulons vraiment, ce qui nous fait vraiment vibrer. Et cette voix, elle ne se fait entendre que dans le silence. Elle ne se fait entendre que lorsqu'on accepte de se taire assez longtemps pour pouvoir l'écouter. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un concept que je trouve très éclairant pour comprendre la dynamique de la solitude. Le concept de régulation émotionnelle. Qu'est-ce que cela signifie au fond? Cela signifie notre capacité à gérer nos états émotionnels, à ne pas être submergés par eux, à les traverser sans qu'ils nous détruisent. Et voici quelque chose de fascinant que nous savons grâce à la psychologie contemporaine. Les personnes qui ont appris à être seules avec elles-mêmes, qui ont cultivé une relation bienveillante avec leur propre intériorité, ont généralement une meilleure régulation émotionnelle. Elles sont moins réactives dans les relations. Elles ont moins besoin que les autres les valident, les rassurent, les comblent à tout instant. Elles entrent dans les relations avec une plus grande sécurité intérieure. C'est paradoxal, n'est-ce pas? On pourrait penser que c'est le contraire. On pourrait penser que les personnes qui ont beaucoup de liens sociaux sont les mieux équipées émotionnellement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que si on n'a jamais appris à être avec soi-même, on entre dans les relations avec une faim qui ne peut jamais être vraiment rassasiée par l'autre. On entre dans les relations pour combler un vide que seuls nous-mêmes pouvons vraiment remplir. Je me rappelle d'une autre personne, une jeune femme, elle avait 28 ans, elle était sortie d'une relation très difficile et avait passé les premiers mois après cette rupture à enchaîner les rencontres, les sorties, les distractions. Elle me disait: je ne peux pas rester seule, c'est insupportable. Et nous avons travaillé à comprendre pourquoi le fait d'être seule était devenu si insupportable pour elle. Ce que nous avons découvert, c'est qu'elle associait inconsciemment la solitude à un message très précis qui venait de son enfance. Être seule veut dire que je ne vaux rien. Être seule veut dire que personne ne me veut. Quand on comprend cela, on comprend aussi pourquoi la fuite de la solitude peut devenir un mécanisme si puissant. On ne fuit pas juste le silence, on fuit une conviction profonde sur soi-même. Et cette conviction-là, on ne peut la remettre en question qu'en acceptant de traverser ce qu'on fuyait. Progressivement, doucement, avec du soutien si nécessaire, mais en l'acceptant. Cette jeune femme a fini par apprendre à passer des soirées seule. D'abord avec beaucoup d'inconfort, puis avec un peu plus de neutralité, et enfin avec quelque chose qui ressemblait à du plaisir. Elle a redécouvert qu'elle aimait peindre. Elle avait arrêté à l'adolescence parce que ses parents estimaient que ça ne servait à rien. Dans sa solitude retrouvée, elle a repris les pinceaux, et aujourd'hui elle n'a pas abandonné la peinture. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici, parce que je sens que c'est le bon moment. Tout au long de ce chemin que nous parcourons ensemble, je vous parle d'outils intérieurs, de compréhension psychologique, de récits. Mais il y a aussi des livres extraordinaires qui peuvent vous accompagner dans l'exploration. Des livres qui traitent du développement personnel,
de la psychologie, de la connaissance de soi, de la vie intérieure, des œuvres d'auteurs et de thérapeutes qui ont consacré leur vie à ces questions. Si vous souhaitez prolonger ce que vous entendez aujourd'hui, je vous invite à visiter la page indiquée dans la description ou à scanner le QR code qui apparaît à l'écran. Vous y trouverez une sélection de livres vraiment intéressants, soigneusement choisis. Ce ne sont pas mes propres livres, je tiens à le préciser, mais des ouvrages que je trouve pertinents et nourrissants pour quiconque souhaite aller plus loin dans cette exploration de soi. C'est une ressource complémentaire, tout simplement. Revenons à présent à notre exploration. Je voudrais vous parler maintenant de la solitude et du temps, parce qu'il y a quelque chose de très particulier dans la façon dont nous vivons le temps quand nous sommes seuls. Quand nous sommes entourés, que le temps est structuré par l'externe. Les réunions, les repas avec les autres, les conversations, les obligations sociales. Le temps a une forme qui nous est donnée de l'extérieur. Mais quand on est seul, le temps redevient quelque chose de plus intime, de plus malléable, et ça peut être déroutant. Certaines personnes dans la solitude ont l'impression que le temps s'étire de façon insupportable. Chaque heure semble durer une journée, et c'est particulièrement vrai au début, quand on n'est pas encore habitué à habiter sa propre présence. Mais progressivement, quelque chose d'autre peut se passer. Le temps peut commencer à s'approfondir plutôt que de s'étirer. Il peut devenir plus dense, plus riche. Le philosophe français Henri Bergson faisait une distinction magnifique entre ce qu'il appelait le temps mesuré, le temps des horloges, le temps quantitatif et ce qu'il appelait la durée, cette expérience intérieure du temps qui est qualitative, subjective, vivante. La durée, c'est le temps tel qu'on le vit de l'intérieur. Et dans la solitude, quand on apprend à l'habiter, on peut accéder à une forme de durée plus riche, plus présente, plus vivante. On redécouvre le plaisir d'une matinée sans agenda. On redécouvre ce que ça fait de regarder la lumière changer sur un mur pendant quelques minutes sans avoir l'impression de perdre son temps. On redécouvre la lenteur. Et cette lenteur dans notre monde obsédé par la rapidité, la productivité, l'efficacité, cette lenteur est un cadeau rare. Je vais vous parler maintenant de quelque chose que j'appelle la solitude féconde, c'est-à-dire cette forme particulière de solitude dans laquelle on n'est pas juste seul avec rien, mais seul avec beaucoup. Seul avec ses pensées, ses rêves, ses projets naissants. Seul avec le monde, aussi avec la nature, avec les livres, avec la musique, avec tout ce que l'humanité a créé et qui peut nous nourrir sans nécessiter la présence physique d'un autre. La solitude féconde est la solitude des moines, des ermites, des artistes en résidence, des philosophes en retraite. Mais elle est aussi accessible à vous et à moi dans nos vies ordinaires. Elle ne demande pas des mois de silence dans un couvent. Elle demande quelques heures, quelques moments, une promenade seule dans la nature, une heure avec un livre, quelques pages d'un journal intime. Le journal intime, d'ailleurs, est un outil que j'aime beaucoup recommander. Non pas pour analyser, non pas pour résoudre, mais juste pour mettre des mots sur ce qui se passe en nous. Il y a quelque chose de très puissant dans le simple fait d'écrire. Quand on écrit ce qu'on ressent, on le met à une certaine distance. On n'est plus dedans de la même façon, on peut le regarder. On peut lui parler. Et parfois, dans cet espace entre soi et les mots, quelque chose se dénoue qu'aucune conversation n'aurait pu dénouer. Si vous n'avez jamais essayé, je vous invite simplement à prendre un cahier, n'importe lequel, et à écrire 10 minutes par jour pendant une semaine. Pas pour produire quelque chose de beau ou d'intelligent, juste pour mettre des mots sur ce qui est là. Vous pourriez être surpris par ce qui émerge. Permettez-moi maintenant d'aborder une question que beaucoup de personnes se posent dans la solitude et qui peut être très douloureuse. Est-ce que je mérite d'être aimé? Est-ce que quelqu'un voudra un jour de moi?
Ces questions-là, je les entends souvent. Elles sont humaines, elles sont normales, et elles méritent d'être prises au sérieux, pas balayées d'un revers de main avec des formules rassurantes. Voici ce que je pense sincèrement après des années de travail avec des personnes traversant la solitude. La question est-ce que je mérite d'être aimé est souvent mal posée, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle cherche la réponse au mauvais endroit. On pense que la réponse viendra quand quelqu'un nous aimera. On pense que la preuve de notre valeur est dans le regard de l'autre. Mais en réalité, la racine de cette question est beaucoup plus proche. Elle est en nous. Elle concerne notre rapport à nous-mêmes. Elle concerne notre capacité à nous aimer, à nous traiter avec la même bienveillance, la même douceur, la même patience que nous offririons à quelqu'un que nous aimons profondément. Je reviens souvent à cette idée qui peut paraître simple, mais qui est en réalité très profonde. La relation la plus longue que vous aurez jamais dans votre vie, c'est la relation avec vous-même. Elle commence à votre naissance et elle durera jusqu'à votre dernier souffle. Elle précède toutes les autres et leur survivra. Et pourtant, c'est souvent la relation à laquelle nous consacrons le moins d'attention, le moins de soins, le moins de tendresse. La solitude, quand on apprend à la voir ainsi, devient une invitation à investir dans cette relation fondamentale, à apprendre à être un bon compagnon pour soi-même, à se parler avec douceur, à se traiter avec respect, à honorer ses propres besoins, ses propres limites, ses propres désirs. Si vous êtes là depuis le début de cet épisode, je vous remercie sincèrement de votre présence. Pensez, si ce contenu vous touche, à laisser votre like et à vous abonner. Cela me permet de continuer à partager ces réflexions et à les faire parvenir à ceux qui en ont besoin. Continuons. Je voudrais vous parler maintenant de la solitude et des relations, parce qu'il y a un paradoxe magnifique ici. Plus on apprend à être bien avec soi-même dans la solitude, plus on devient capable d'être un bien avec les autres dans la relation. Voici pourquoi. Quand on n'a pas appris à être seul, quand la solitude est vécue comme une menace, comme un vide insupportable, on entre dans les relations avec une attente qui peut être très lourde. On demande à l'autre de nous remplir, de nous compléter, de nous donner ce qu'on n'arrive pas à se donner soi-même. Et cette attente, aussi compréhensible soit-elle, met les relations sous une pression qu'elles ne peuvent pas toujours supporter. On a souvent dit, de façon un peu galvaudée maintenant, qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Cette formule a été tellement répétée qu'elle a perdu une partie de sa force. Mais derrière les clichés, il y a une vérité psychologique réelle. Ce n'est pas qu'on doive être parfaitement épanoui et heureux avant d'entrer en relation. Les relations nous construisent aussi. Mais il s'agit plutôt d'avoir une forme de stabilité intérieure, une forme de sécurité qui ne dépend pas entièrement de l'autre. Et cette stabilité, on la trouve souvent dans l'expérience de la solitude bien habitée. Pensez à la différence entre deux formes de faim. Il y a la faim normale, celle qu'on ressent avant un repas, une faim légère qui nous rend présents au plaisir de manger. Et il y a la faim intense, celle qu'on ressent quand on a trop longtemps attendu, cette faim qui fait qu'on mange trop vite, qu'on ne goûte plus rien, qu'on est dans l'urgence plutôt que dans le plaisir. La solitude non travaillée peut créer ce deuxième type de faim dans les relations. Une faim si intense qu'on ne peut plus vraiment savourer ce que l'autre a à donner. Apprendre à être avec soi-même, c'est apprendre à nourrir cette faim autrement et partiellement, de sorte qu'on entre dans les relations avec une faim saine. Une faim qui permet la rencontre véritable plutôt que la dévoration anxieuse. Voici quelque chose que j'observe très souvent dans mon travail. Les personnes qui ont traversé des périodes de solitude difficiles et qui ont réussi à les traverser de façon consciente, sans les fuir mais sans s'y noyer, ces personnes développent généralement une
qualité de présence aux autres qui est remarquable. Elles écoutent différemment. Elles sont moins dans le besoin de performer, d'impressionner, de convaincre. Elles peuvent être là avec l'autre d'une façon simple, directe, vraie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, elle est du poète Rainer Maria Rilke, et je la cite souvent parce qu'elle dit quelque chose que j'aurais du mal à mieux formuler moi-même. Il dit « La bonne relation est celle dans laquelle chaque partenaire devient le gardien de la solitude de l'autre. » C'est une image magnifique. Non pas une relation dans laquelle on dissout la solitude de l'autre, on l'efface, on la remplit, mais une relation dans laquelle on protège la solitude de l'autre, on la respecte, on la reconnaît comme un espace sacré. Parce que chaque être humain a besoin de cet espace. Chaque être humain a besoin de ces moments où il est simplement avec lui-même, sans avoir à être quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et les meilleures relations, les relations qui durent, les relations qui grandissent, sont celles qui savent faire place à cette solitude-là, de part et d'autre. Parlons maintenant d'un aspect pratique, parce que je crois qu'il est important de ne pas rester uniquement dans les concepts et les belles idées. Parlons de comment, concrètement, on peut commencer à transformer sa relation à la solitude. La première chose, et c'est peut-être la plus difficile, c'est de changer le récit qu'on se raconte sur la solitude. La façon dont on interprète une expérience change profondément la façon dont on la vit. Si je me dis « je suis seul parce que personne ne me veut », je vis ma solitude dans la honte et la douleur. Si je me dis « je traverse une période de solitude et cette période a quelque chose à m'apprendre », je vis la même expérience externe dans un espace intérieur très différent. Ce changement de récit n'est pas de la pensée positive naïve. Ce n'est pas se raconter des histoires pour ne pas souffrir. C'est simplement reconnaître que notre interprétation de ce qui nous arrive est un choix, souvent inconscient, mais qu'on peut rendre conscient et qu'on peut travailler. La deuxième chose, c'est de créer une routine de solitude bienveillante. Pas une solitude subie, mais une solitude choisie, même brièvement, chaque jour. Quelques minutes le matin avant que la journée ne commence. Une promenade sans écouteurs. Un moment avec un carnet. Ces petits rituels de présence à soi-même, ils s'accumulent. Ils construisent progressivement une relation différente avec votre propre intériorité. La troisième chose, c'est de s'entourer, même à distance, de nourriture intellectuelle et émotionnelle qui soutient cette exploration. Des livres, de la musique, des podcasts comme celui-ci, des idées qui vous invitent à aller plus profond plutôt qu'à rester à la surface. Et la quatrième chose, c'est de ne pas hésiter à chercher du soutien lorsque la solitude devient trop lourde, trop douloureuse, trop paralysante. Un psychologue, un thérapeute, un groupe de parole, un ami de confiance. La solitude bien habitée ne signifie pas qu'on refuse toute aide extérieure. Au contraire, c'est souvent dans l'espace entre deux personnes, dans une conversation profonde et bienveillante, que la solitude se dépose un peu et qu'on retrouve de la capacité à la traverser. Je vais vous parler maintenant de quelque chose qui me touche profondément et qui est lié à la solitude, la question du sens. Quand on est dans la solitude, et surtout quand elle dure, une question qui émerge souvent est « quel est le sens de tout ça ? Pourquoi est-ce que je traverse ça ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ?» Et ces questions, selon la façon dont on les pose, peuvent être soit des fosses dans lesquelles on s'enfonce, soit des portes vers quelque chose de plus grand. Viktor Frankl, le grand psychiatre viennois qui a survécu au camp de concentration et qui a fondé la logothérapie, disait quelque chose d'extraordinaire. Il disait que l'être humain peut supporter presque n'importe quelle souffrance si cette souffrance a un sens. Si elle s'inscrit dans quelque chose de plus grand que le simple fait de souffrir. Je ne veux pas comparer la solitude ordinaire à l'expérience des camps. Ce serait indécent.
mais le principe psychologique que Frank l'a mis en lumière est universel. Le sens est un puissant antidote à la souffrance. Et l'une des choses que la solitude peut faire, si on lui en donne l'occasion, c'est précisément de nous amener à chercher ce sens, à nous demander ce qui compte vraiment pour nous, ce pourquoi nous voulons vivre, ce que nous voulons construire, laisser, transmettre. Ces questions ne surgissent pas dans le bruit, elles surgissent dans le silence, elles surgissent dans la solitude. Je pense à ces moments dans l'histoire où de grandes choses ont été créées dans la solitude. Les épîtres de saint Paul, écrites en prison, les symphonies de Beethoven, composées dans le silence d'une surdité croissante, les découvertes de Newton, pensées pendant une période de confinement due à la grande peste. La solitude n'a pas détruit ces hommes, elle les a portés vers quelque chose d'inattendu. Je ne vous promets pas que votre solitude produira une symphonie ou une révolution scientifique. Mais je vous dis que quelque chose en vous, quelque chose qui n'attendait que cet espace, peut émerger si vous lui faites confiance. Il y a une image qui me revient souvent quand je pense à la solitude et à ce qu'elle prépare. C'est l'image d'un jardin en hiver. Un jardin en hiver peut sembler mort, il n'y a plus de fleurs, les arbres sont nus, la terre est dure, froide, apparemment stérile. Et pourtant, sous la surface, à l'abri du froid, les graines préparent leur germination. Les bulbes stockent leur énergie. Les racines s'enfoncent plus profond pour mieux résister au dégel. Le printemps qui vient après un long hiver est souvent le plus éclatant, parce que la terre a eu le temps de se préparer, parce que les plantes ont développé leur force dans le silence et dans le froid. Votre solitude est peut-être votre hiver, et il n'y a pas de honte à être en hiver. L'hiver fait partie du cycle de la vie, et le printemps vient, pas nécessairement quand on le prédit, pas nécessairement de la façon dont on l'imaginait, mais il vient. Je veux maintenant vous parler de la solitude spirituelle, non pas dans un sens religieux nécessairement, mais dans un sens plus large. La solitude comme espace de rencontre avec quelque chose qui nous dépasse. Toutes les grandes traditions de sagesse humaine, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou contemplatives, ont reconnu dans la solitude un espace particulier, un espace où quelque chose d'essentiel peut se passer. Jésus au désert, Bouddha sous l'arbre de la Bodhi, Mahomet dans la grotte, Moïse seul avec le buisson ardent, les grands chamans en quête de vision, les pères du désert dans leurs ermitages. On peut interpréter ces récits de bien des façons, mais ce qu'ils ont en commun, c'est cette conviction que la solitude, la vraie solitude, peut être le lieu d'une rencontre profonde. Une rencontre avec soi-même, oui, mais aussi une rencontre avec quelque chose de plus vaste que soi. Quelque chose qu'on appelle différemment selon les traditions, mais qui dans tous les cas semble inaccessible dans le bruit de la vie ordinaire. Je ne vais pas vous dire en quoi consiste ce quelque chose. Ce n'est pas mon rôle. Et c'est à chacun de le découvrir pour lui-même, selon sa propre sensibilité, sa propre histoire, ses propres croyances, mais je vous invite simplement à rester ouvert à cette dimension, à ne pas réduire votre solitude à une simple expérience sociale ou psychologique. Elle peut être aussi, si vous lui en laissez la possibilité, une expérience profondément spirituelle dans le sens le plus large du terme. Si ce contenu vous accompagne et vous aide dans votre chemin, je vous invite à partager cet épisode avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui traverse peut-être lui aussi une période de solitude difficile. Parfois, les mots justes transmis au bon moment peuvent changer quelque chose dans la journée de quelqu'un. Parlons maintenant de quelque chose de très concret. La solitude et le corps. On parle souvent de la solitude comme d'une expérience purement mentale ou émotionnelle. Mais la solitude a aussi un corps. Elle se vit dans la chair. Certaines personnes dans la solitude décrivent une sensation physique très particulière, une sensation de froid intérieur, un vide dans la poitrine,
une lourdeur dans les membres. Le corps parle. Le corps ressent la séparation, l'absence de contact, l'absence de chaleur humaine. Et ici, je veux dire quelque chose d'important. Prenez soin de votre corps dans la solitude, particulièrement dans la solitude, parce que le corps a des besoins qui ne disparaissent pas parce qu'on est seul. Le besoin de mouvement, le besoin de lumière, le besoin de nourriture qui nourrit vraiment, le besoin de sommeil réparateur, le besoin de contact physique qui peut prendre des formes très variées, l'étreinte d'un ami, le contact d'un animal de compagnie, la chaleur d'un bain, ce n'est pas anodin, ce n'est pas secondaire. La psychologie du corps, ce qu'on appelle parfois la somatopsychologie, nous montre que l'état du corps influence profondément l'état de l'esprit. Quand on prend soin de son corps dans la solitude, on s'offre une forme de soin global qui peut transformer l'expérience de l'intérieur. Je recommande souvent à mes patients, dans des périodes de solitude difficiles, de sortir marcher, même 20 minutes, chaque jour, pas nécessairement pour aller quelque part, juste pour bouger, pour sentir le vent, la lumière, la texture du sol sous les pieds. Le mouvement du corps peut dénouer des nœuds émotionnels qui résistent à tous les raisonnements. Et si vous avez accès à la nature, encore mieux. La nature a quelque chose de particulier. Elle nous rappelle que nous sommes partis d'un tout beaucoup plus vaste que nos préoccupations individuelles. Elle nous rappelle que les cycles existent, que rien n'est permanent, que la transformation est la règle plutôt que l'exception. Une forêt, une mer, une montagne, un jardin, toutes ces choses parlent à quelque chose en nous qui va au-delà du mental. Et dans la solitude, ce langage-là peut être profondément apaisant. Je veux maintenant aborder quelque chose qui peut être difficile à entendre, mais qui me semble important. Parfois, nous sommes seuls parce que nous avons choisi des choses qui nous ont éloignés des autres. Parfois, nous sommes seuls parce qu'il y a quelque chose dans notre façon d'être en relation qui crée de la distance. Pour culpabiliser, je le dis parce que reconnaître cette réalité, si elle est vraie pour vous, c'est peut-être la première étape vers un changement. Peut-être que vous avez des attentes très élevées des autres qui les tiennent à distance. Peut-être que vous avez du mal à faire confiance, à vous ouvrir, à vous montrer vulnérable. Peut-être que vous avez des comportements souvent inconscients qui protègent de la blessure, mais qui protègent aussi de la connexion. La colère comme protection, l'ironie comme protection, le perfectionnisme comme protection, la surperformance comme protection. Ces mécanismes de défense ont une histoire. Ils sont apparus pour une bonne raison, généralement pour protéger un enfant qui avait besoin de protection. Mais ils peuvent, avec le temps, devenir des murs qui empêchent l'amour d'entrer. La solitude peut être le moment où on commence à regarder ces murs en face. Pas pour les abattre d'un coup, ce qui serait dangereux, mais pour les examiner, pour se demander: est-ce que ce mur me protège encore aujourd'hui? Est-ce qu'il protège quelque chose qui en a encore besoin? Ou est-ce qu'il m'empêche simplement de vivre, d'aimer, d'être aimé? Ce travail-là est le travail d'une vie, et il est mieux fait avec l'aide d'un professionnel si les murs sont très épais. Mais même une petite prise de conscience, même un début d'ouverture peut changer quelque chose. Je pense à un homme, il s'appelait dans mon récit Antoine, qui avait 45 ans et qui n'avait jamais réussi à maintenir une relation longtemps. Il venait me voir avec ce paradoxe apparent. Il voulait profondément être aimé, mais semblait faire tout ce qu'il fallait pour éloigner les gens. En travaillant ensemble, nous avons découvert quelque chose de très touchant. Petit, Antoine avait été abandonné par son père très tôt, et il avait appris inconsciemment que la meilleure façon de ne pas souffrir d'un abandon était d'être le premier à partir, ou de créer les conditions qui feraient partir l'autre, avant qu'il ne décide de partir de lui-même. Cette dynamique, elle s'était répétée de relation en relation.
Et chaque fois, Antoine se retrouvait seul, convaincu que les autres ne voulaient pas de lui, alors que c'était lui qui, sans le savoir, construisait sa propre solitude pour se protéger d'une souffrance qu'il ne pouvait pas encore conscientiser. Comprendre, ce n'a pas tout réparé instantanément pour Antoine, mais ça a changé quelque chose de fondamental. Ça lui a permis de commencer à choisir différemment, de commencer à rester quand l'envie de fuir se manifestait, de commencer à nommer ses peurs plutôt que de les transformer en comportements qui éloignaient les autres. Et progressivement, sa solitude a changé de nature. Elle est devenue moins une prison et plus un vestibule, un endroit depuis lequel il pouvait choisir d'ouvrir des portes. Je voudrais maintenant vous parler de la solitude et de la gratitude. Je sais que ce mot peut parfois sonner creux, surtout quand on souffre. Il peut paraître naïf de parler de gratitude quand on se sent seul, abandonné, incompris. Mais je veux vous parler d'une forme de gratitude qui n'est pas de la fausse joie et qui n'est pas du déni. Une gratitude lucide. Une gratitude qui coexiste avec la difficulté, qui la reconnaît, qui ne la minimise pas, mais qui cherche aussi dans le même espace ce qui reste, ce qui tient, ce qui est là. Parce que même dans les moments de grande solitude, il y a toujours quelque chose. Le fait d'être en vie, la lumière qui entre par la fenêtre, la capacité de ressentir même quand ce qu'on ressent est douloureux, parce que ressentir est la preuve qu'on est vivant, qu'on est sensible, qu'on est capable d'être touché par la vie. La mémoire d'un moment beau, l'anticipation d'un moment qui pourra l'être. La gratitude, dans ce sens-là, n'est pas une performance de bonheur. C'est une forme d'attention, une façon d'élargir le champ de ce qu'on voit pour ne pas rester enfermé uniquement dans ce qui manque. Quelque chose que certaines personnes trouvent utile, c'est de noter le soir, avant de dormir, 3 petites choses qui ont eu de la valeur dans la journée. Pas nécessairement de grandes choses. Peut-être une conversation courte mais sincère, un repas qui était bon, la sensation du soleil sur le visage. Ce simple exercice, pratiqué avec régularité, peut progressivement entraîner le cerveau à voir plus de ce qui est là, plutôt que de se focaliser exclusivement sur ce qui manque. La neuropsychologie nous dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Notre cerveau a ce qu'on appelle un biais de négativité. Il est naturellement plus attentif aux menaces, aux manques, aux problèmes qu'aux ressources et aux éléments positifs. Ce biais avait une fonction évolutive. Il nous permettait de survivre dans un environnement dangereux. Mais dans la vie moderne, il peut nous piéger dans une vision appauvrie de notre réalité. La pratique délibérée de l'attention à ce qui est positif n'est pas de la pensée magique. C'est un entraînement du cerveau vers une vision plus équilibrée, plus fidèle à la complexité de ce qui y est. Continuons notre chemin. Je voudrais vous parler maintenant de quelque chose que j'appelle la solitude créatrice de l'avenir. C'est-à-dire cette dimension de la solitude qui, lorsqu'on la traverse consciemment, nous prépare non seulement à ce que nous sommes, mais à ce que nous deviendrons. Parce que voici une chose que j'ai observée à maintes reprises dans ma pratique. Les personnes qui ont traversé des épreuves de solitude et qui en sont ressorties ne sont généralement pas les mêmes qu'avant. Elles ont changé. Et souvent, ce changement est en leur faveur. Elles sont devenues plus profondes, plus authentiques, plus alignées avec ce qui compte vraiment pour elles, moins dépendantes du regard des autres, plus capables d'amour vrai, justement parce qu'elles ont appris à ne pas avoir besoin de l'amour comme d'un oxygène vital, mais à le désirer comme un enrichissement. La psychologie parle de croissance post-traumatique. Ce concept désigne le fait que certaines personnes, après des expériences très difficiles, incluant des périodes de grande solitude et d'isolement, ne retrouvent pas simplement leur état antérieur, mais développent quelque chose de nouveau, quelque chose de plus riche. Une plus grande sagesse, une plus grande compassion,
une plus grande clarté sur leurs valeurs et leurs priorités. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas universel. Certaines personnes traversent des épreuves difficiles et en ressortent blessées sans avoir eu le soutien ou les ressources nécessaires pour transformer l'épreuve. Et c'est là que l'accompagnement, qu'il soit professionnel, social ou spirituel, est important. Mais pour ceux qui ont eu accès à ces ressources, et j'espère que cet épisode en est une, la transformation est possible, la croissance est possible. Et la solitude, dans ce contexte, peut être vue non pas comme une punition, mais comme une initiation. Dans les cultures traditionnelles, les rites d'initiation impliquaient souvent une période de séparation. Le jeune homme ou la jeune femme était séparé du groupe, envoyé seul dans la nature ou dans un lieu de retraite, avant d'être accueilli dans sa nouvelle identité d'adulte. Cette séparation n'était pas vécue comme un rejet, elle était vécue comme une nécessité, comme la condition de la transformation. Je vous propose de voir votre solitude, si vous en traversez une, avec ces yeux-là. Non pas comme un rejet de votre groupe, de votre famille, de votre monde, mais comme une initiation, un passage, une préparation, et se demander qu'est-ce que je suis en train de devenir. Qu'est-ce que cette période prépare en moi? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre sur moi-même que je ne savais pas avant? Ces questions ne demandent pas de réponse immédiate. Elles demandent juste d'être posées, d'être portées, d'être laissées ouvertes comme des invitations. Je voudrais, avant d'aborder la conclusion de notre voyage ensemble, vous parler d'une dernière chose qui me semble fondamentale. C'est la question de la patience. La transformation prend du temps. La solitude féconde prend du temps. Le printemps ne vient pas le lendemain de la semence. Les fruits ne mûrissent pas en quelques heures. Dans notre culture de l'immédiateté, nous avons perdu quelque chose d'essentiel, le sens du temps long. Nous voulons des résultats rapides. Nous voulons des solutions immédiates. Nous voulons que la douleur cesse maintenant. Et face à cette attente, la solitude peut paraître insupportable parce qu'elle ne se résout pas vite. Elle demande du temps. Elle demande de la patience. Elle demande une confiance dans le processus qui peut être très difficile à maintenir quand on souffre. Je vous invite à développer ce que j'appellerais une patience active. Non pas une résignation passive, non pas un j'attendrai que ça passe, mais une présence vigilante et bienveillante à ce qui se passe en vous, couplée à une confiance dans le fait que quelque chose se prépare, même quand vous ne pouvez pas encore le voir. La patience active, c'est continuer à prendre soin de soi, continuer à chercher des nourritures intellectuelles, émotionnelles, relationnelles, corporelles. Continuer à se demander ce qui compte. Continuer à avancer, même lentement, même à pas de fourmis. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un auteur anonyme et que je vous offre. La rivière ne se hâte pas, et pourtant elle atteint la mer. La rivière ne se hâte pas, et pourtant elle atteint la mer. Elle suit son cours. Elle contourne les obstacles plutôt que de s'y épuiser. Elle creuse doucement mais sûrement son lit dans la roche, et elle arrive là où elle va. Vous aussi, vous arriverez là où vous allez. Pas nécessairement là où vous pensiez aller. Peut-être quelque part de différent, de plus adapté à qui vous êtes vraiment. Mais vous y arriverez. Approchons doucement de la fin de notre voyage ensemble aujourd'hui. Nous avons parcouru beaucoup de chemins. Nous avons parlé de ce qu'est vraiment la solitude, cette relation à soi-même plutôt que simple absence des autres. Nous avons parlé de la honte culturelle qui peut entourer la solitude et de la façon dont elle déforme notre expérience. Nous avons parlé de la solitude comme révélateur de l'identité profonde, cette identité que les rôles sociaux peuvent masquer. Nous avons parlé de la solitude comme espace créateur, comme terrain où les idées, les désirs, les projets peuvent germer. Nous avons parlé de la régulation émotionnelle et de la façon dont la solitude bien habitée nous prépare à des relations
plus saine, plus libre, plus vraie. Nous avons parlé de la patience active, de la gratitude lucide, de la dimension initiatique de la solitude. Et tout au long de ce chemin, un fil conducteur, un seul. Votre solitude prépare quelque chose de plus grand que ce que vous imaginez en ce moment, quelque chose qui a besoin de ce temps, de ce silence, de cet espace pour prendre forme. Je ne sais pas ce que c'est pour vous spécifiquement. Chaque vie est unique, chaque solitude est unique, chaque transformation est unique. Mais je sais que quelque chose se prépare. Je le sais parce que j'ai vu suffisamment de personnes traverser des périodes similaires et en ressortir changées pour le meilleur. Non pas parce que la vie leur a tout offert, non pas parce que la solitude a magiquement disparu un matin, mais parce qu'elles ont choisi de ne pas se battre contre elle, de l'habiter, de la traverser et de faire confiance à ce que cette traversée pouvait construire. Je voudrais terminer avec quelques mots qui viennent du plus profond de ce que je crois sur la nature humaine. Je crois que les êtres humains sont fondamentalement des êtres de relation. Nous avons besoin des autres. Ce besoin est inscrit dans notre biologie, dans notre évolution, dans notre histoire. Et donc, la solitude, quand elle est subie, quand elle s'étire, quand elle s'approfondit sans que rien ne vienne, peut faire très mal. C'est normal, c'est humain. Mais je crois aussi que les êtres humains sont fondamentalement des êtres de transformation. Nous avons une capacité remarquable à changer, à croître, à apprendre, à nous adapter, à créer du sens là où il n'y en avait pas. Cette capacité-là, elle ne disparaît pas dans la solitude. Au contraire, elle peut y trouver son terrain le plus fertile. Et je crois enfin que chaque être humain porte en lui quelque chose d'essentiel, quelque chose d'unique, quelque chose qui a de la valeur indépendamment de ce qu'il accomplit, de combien il est aimé, de combien il est entouré, quelque chose qu'on pourrait appeler une âme si on aime ce mot, ou une essence, ou simplement soi-même. Et la solitude, dans sa version la plus profonde et la plus transformatrice, est une rencontre avec cela, une rencontre avec ce que vous êtes vraiment, sous tous les rôles, sous toutes les performances, sous toutes les attentes. Et cette rencontre-là, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'émotion qu'elle génère, est une rencontre qui vaut la peine d'être faite. Alors, si vous traversez une solitude aujourd'hui, je vous dis ceci avec tout le soin que je peux mettre dans ces mots. Vous n'êtes pas seul dans votre solitude. Quelque chose en vous travaille, quelque chose en vous se prépare. Le printemps est déjà là, sous la surface. Faites confiance au processus. Faites confiance à vous-même. Et prenez soin de vous chaque jour, dans les petites choses comme dans les grandes. Le chemin continue. Et vous êtes sur le bon. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. C'est toujours un cadeau pour moi que de savoir que quelqu'un, quelque part, prend le temps de s'arrêter et de réfléchir sur ce qui se passe en lui. Si cet épisode vous a été utile, si quelque chose de ce que vous avez entendu a résonné en vous, je vous invite à vous abonner pour continuer à recevoir ces réflexions et à partager cet épisode avec quelqu'un qui traverse peut-être lui aussi une période difficile. Parfois, les mots qu'on partage avec quelqu'un sont le plus beau cadeau qu'on puisse lui offrir. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode. Prenez soin de vous.